Alexa, quelle est l'anecdote du jour? Au Québec, la tradition veut que les hommes s'habillent en femmes et les femmes en hommes le soir du réveillon. D'accord. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre découverte de la Normandie. Tandis que le premier épisode était plutôt à vocation historique, avec comme thème l'histoire de la région, de ses villes et villages et de ses châteaux, celui-ci aura pour thème la nature. Oui, la nature. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, je vois pas forcément le rapport entre la nature et la Normandie, je comprends pas. Eh bien moi je vais vous répondre déjà désolé pour cette représentation peu flatteuse, et ensuite, on l'a vu dans le premier épisode, en Normandie il n'y a que très peu de zones urbaines. Et donc, peu de zones urbaines, beaucoup de zones rurales. Beaucoup de zones rurales, beaucoup de nature. Beaucoup de nature, beaucoup de nature. Bon, on y va? Et oui, quand même, quand on pense à la Normandie, on pense pas forcément à de grandes villes ou à des aires urbaines, mais plutôt à de vastes zones et espaces naturels, ouverts. Je veux dire, c'est pas pour rien que les Parisiens aiment partir en vacances en Normandie. Mais ils vont à Deauville, non? Ouais. Deauville, c'est quand même pas très porté nature, si? Non, en effet. Du coup, tu dis un peu de la merde. Oui, probablement. Bref, en gros, la Normandie, c'est ni Manhattan, ni le quartier de la Défense. En effet, la Normandie est localisée au bord de la Manche et dispose de 600 km de littoral, ce qui lui permet, au passage, de bénéficier de l'axe maritime le plus fréquenté au monde. De plus, le paysage de la région est fortement marqué par son fleuve, un mastodonte qui traverse 3 des départements normands, la Seine. La Seine, la Seine. Et donc la Seine qui dispose de nombreux affluents comme l'Andelle, l'Epte, l'Eure ou la Rille, et qui est le fleuve de la région. Enfin, non en fait. Et oui, parce que je rappelle qu'un fleuve, c'est pas forcément un cours d'eau gigantesque comme le Danube ou le Nil, mais c'est simplement un cours d'eau qui se jette dans une mer ou dans un océan. Non, je précise parce qu'avant je pensais que les fleuves français, c'est ceux qu'on apprenait à l'école, la Seine, le Rhin, le Rhône, la Garonne et la Loire. En fait non, non pas vraiment. En France, il y a un peu plus que 5 fleuves. Ouais, beaucoup plus. Et donc la Seine n'est pas le fleuve de Normandie, c'est l'un des 39 fleuves de Normandie. C'est pas pareil. Bon, c'est clairement le plus grand et le plus important, mais voilà, l'information me paraissait intéressante. Les paysages normands, bénéficiant d'un climat propice à leur prospérité, sont tout aussi importants qu'ils sont fragilisés par la pollution et le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut les protéger. Ceci est réalisé en partie par le label Natura 2000. Alors rapidement, Natura 2000, c'est un réseau de sites naturels protégés en Union Européenne qui a été mis en place pour protéger leur faune et leur flore. L'idée de ce réseau est née en 1992, mais son application date de 2000, d'où le nom. Le réseau s'est progressivement étendu au fil du temps, et à compter de début 2011, il recouvrait 18% du territoire terrestre européen, auquel s'ajoutent 130 000 km² d'espace maritime. Donc ça va, c'est pas rien. Et donc en Normandie, on retrouve plusieurs sites de ce réseau Natura 2000. 94 pour être précis, recouvrant 2600 km², soit environ 9% de la superficie terrestre de la région. Alors certes, c'est en dessous de la moyenne nationale qui est de environ 13%, mais la Normandie se rattrape avec 9000 km² d'espace maritime protégé, soit 7% des territoires maritimes du réseau Natura 2000 à l'échelle européenne. C'est pas mal. En plus de toute cette richesse environnementale, la Normandie bénéficie de 6 réserves naturelles régionales et 9 réserves naturelles nationales, qui elles aussi bénéficient de réglementations spécifiques. Et c'est pas fini parce que la région compte pas moins de 1800 SNIEF terrestres et 36 SNIEF maritimes. Alors non, je parle pas russe, c'est juste que SNIEF c'est un acronyme qui signifie Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Des endroits protégés donc. Encore. Et un quart du territoire normand en air couvert. Bon, on est d'accord, ça fait beaucoup d'espace réglementé tout ça. En tout cas, j'imagine que vous vous en doutez, ceux-ci abritent une biodiversité extrêmement riche. Merlans, homards, palourdes, dauphins, marsouins, grenouilles, salamandres, cormorans, faucons, chauves-souris, ragondins, loutres, sangliers, blaireaux. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va en avoir pour un moment. Surtout que là, j'ai évoqué ni les plantes, ni les champignons, ni les bactéries. Non, parce que sur les 100 409 espèces vivantes identifiées dans la France métropolitaine, plus de 10 000 sont observables rien qu'en Normandie. Faites le calcul, vous verrez, on est environ de tête à 10%. En bref, la biodiversité très riche de la Normandie représente un véritable patrimoine qu'il nous faut préserver, aussi bien par la sauvegarde des espèces que par la sauvegarde de leurs habitats.
Des environnements variés et regorgeants de vie, constituant un paysage global à la croisée de l'eau et de la verdure, qui confère à la région tout son charme et attire des visiteurs venus du monde entier. D'ailleurs, même si ça peut paraître surprenant, cette renommée des paysages normands doit beaucoup à la peinture, et plus précisément à un mouvement en particulier, l'impressionnisme. La Normandie est en effet le berceau de ce courant, et l'un de ses fondateurs s'en est d'ailleurs largement servi pour mettre en avant la splendeur des décors normands. De qui s'agit-il? Eh bien, disons qu'en matière de peinture, le temps c'est de l'argent, et la beauté c'est du Monet. Claude Monet est né le 14 novembre 1840 à Paris. Cependant, c'est de la Normandie qu'il va tomber amoureux, sous l'influence de son enfance passée au Havre. Monet se met à la peinture en grandissant et, comme dit plus tôt, il devient l'un des fers de lance du mouvement impressionniste. C'est même l'une de ses propres peintures qui va donner son nom au courant, la très célèbre Impression Soleil Levant représentant le port du Havre un matin de novembre 1872. Cependant, on n'est pas vraiment là pour parler peinture, mais plutôt pour parler nature. Et donc on va directement avancer jusqu'à la fin du 19e siècle, période à laquelle Claude Monet se découvre une grande passion pour le jardinage, passion qu'il va assouvir pendant plus de 40 ans dans sa maison de Giverny. Et ça tombe bien parce que sa petite maison dans la prairie, qui n'est ni petite ni dans une prairie, cette maison en tout cas, on peut la visiter. Dans sa globalité, cette maison est à l'image de l'artiste qui y résidait. Haute en couleur, originale. Vieille. Oui, en effet. Mais ce côté un petit peu vieillot s'explique par le fait que la plupart des objets et œuvres d'art de la maison appartenaient à Monet du temps son vivant, il y a donc environ un siècle. Donc forcément, petite anecdote, la nourriture, très chère à l'époque, était enfermée à clé dans l'épicerie afin d'éviter les vols. Deuxième petite anecdote, Claude Monet habitait dans cette maison avec Alice Auchedet et il faisait chambre à part. Et même si ça peut paraître surprenant, eh bien en fait à l'époque c'était tout simplement la tradition dans les familles bourgeoises. Enfin, dernière anecdote, chaque recoin de la maison, même le plus infime, est tout simplement blindé de touristes. Non mais vraiment, c'est assez impressionnant, c'est blindé. Mais bon, comme je suis quelqu'un d'assez sympa, je vais vous donner quelques petits conseils afin de pouvoir visiter la maison de Claude Monet sans être agglutiné à des centaines de personnes. Procurez-vous une DeLorean. Conduisez jusque Giverny. Réglez l'horloge de la voiture sur 1905. Roulez jusqu'à 88 miles par heure, soit environ 141,619 km/h. Si tout se passe bien, normalement il devrait y avoir un petit éclair et pouf, tous les touristes auront disparu. Malin, n'est-ce pas? Bon, recentrons un peu le sujet et revenons au lien qui unit Claude Monet et la nature. Parce que oui, ok, on peut visiter sa maison et son atelier, qui est en fait une ancienne grange, mais en fait Clo-Clo, la plupart du temps, il peignait dehors, afin de profiter de ce que son environnement lui offrait. D'ailleurs, cet amour du naturel l'a poussé à concevoir des jardins magnifiques qui lui ont servi d'inspiration et de modèle à de nombreuses reprises. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jardins aujourd'hui? Eh bien, je vous le donne en mille et mille, on peut les visiter. Bon, par contre, on vient d'évoquer l'affluence de la maison, et bien on n'est pas sauvé, parce que les jardins, ils comptent environ 500 000 visiteurs par an. Voilà. Ces jardins sont divisés en deux parties, en commençant par un jardin de fleurs, le Clos normand. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Clos normand est aussi bien entretenu qu'il a été pensé. Les fleurs sont taillées par couleur, les variétés simples comme les pâquerettes côtoient d'autres variétés plus recherchées, et finalement, en déambulant dans ce décor champêtre, le dépaysement est total. On se laisse porter d'allée en allée, de fleur en fleur, jusqu'à déboucher sur la seconde partie de la promenade dans un style tout à fait différent, le jardin d'eau. Je pense ne rien vous apprendre en vous disant que ce jardin est d'inspiration japonaise. Les bambous, les nénuphars, le pont. Bon, c'est assez évident. Mais par contre, est-ce que vous saviez que ce pont a été peint 45 fois par Claude Monet? Évidemment, je ne peux pas entendre notre réponse parce que c'est une vidéo. En tout cas, en parler de dépaysement avec le Clos normand, eh bien là c'est encore plus le cas avec ce jardin japonais. En effet, quand on voit le splendide décor de ce bassin en nymphéa, agrémenté de fleurs très colorées et d'un petit canal pittoresque, on comprend assez facilement pourquoi Claude Monet aimait tant passer ses journées dans ce véritable sanctuaire naturel. Finalement, pour clôturer cette balade haute en couleurs, je citerai Monet qui un jour déclara « Qu'y a-t-il à dire à propos de moi ? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme que rien au monde n'intéresse que sa peinture, et aussi son jardin et ses fleurs ?»